croisée. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue dans En Voix croisée, le podcast de l'Université de Fribourg qui a pour thème la littérature suisse, la traduction, les frontières linguistiques et surtout la collection CH. Oui, parce que cette année signe le 50e anniversaire de cette collection, qui est un projet de la Fondation CH depuis 1974 et qui a pour but de soutenir la traduction d'œuvres littéraires suisses dans les différentes langues nationales et ainsi de mettre en lumière le plurilinguisme et les auteurs et autrices du pays. Cette série de podcasts, qui vous est présentée en français, allemand et italien, est réalisée et animée par Thomas Unkeler, Velia Ferracini et moi-même, Alma de Kemassiani. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car nous ne nous trouvons pas dans les studios d'Unimix comme à notre habitude. Je me suis effectivement rendue jusqu'à Lausanne afin de rencontrer notre invitée du jour. Elle s'appelle Camille Lucher, elle est traductrice d'auteurs et autrices suisses principalement. Mais elle publie également ses traductions dans des revues et des journaux tels que Vice Versa Littérature. En parallèle, elle dirige la section allemande des éditions Zoé. Aujourd'hui, elle nous accueille dans son bureau afin de discuter autour de l'ouvrage de Annette Hug, Tiefenlager, publié en 2021 aux éditions Das Wunderhorn, puis traduit de l'allemand en 2023 aux éditions Zoé avec le titre Le Grand Enfouissement par notre invitée de ce jour, Camille Lucher. Alors bonjour Camille, pouvez-vous dans un premier temps nous parler de la genèse de cette traduction? Qu'est-ce qui vous a amené à traduire ce livre? Bonjour, merci beaucoup. Je connaissais Annette Hug par un roman que j'avais traduit précédemment, Révolution aux confins. En allemand, il s'appelait Wilhelm Tell in Manila et c'est un roman de traductrice, ou de traduction en tout cas, puisqu'il raconte l'histoire d'une traduction, la traduction de Guillaume Tell de Schiller par José Rizal, un personnage historique des Philippines qui, au XIXe siècle, a entrepris de traduire le Guillaume Tell de Schiller en tagalog, la langue qu'il parlait aux Philippines. Alors, Le Grand Enfouissement raconte l'histoire de 5 personnes, toutes venant d'une partie du monde qui se réunissent en une organisation appelée l'Ordre, afin de se consacrer à leur mission qui est l'enfouissement des déchets nucléaires et la prévention de ces dangers nucléaires pour les générations futures à venir. Donc, le livre, il est composé de chapitres alternant entre un récit biographique de chacun des membres fondateurs de l'Ordre et des, entre guillemets, scénarios du futur, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans le livre, qui sont déclamés par ses membres. Il y a dans ce double récit un jeu avec l'oralisation des parties scénarisées et le narratif des parties biographiques. Pour vous, Camille, quel a été votre processus afin de traiter ce double récit et garder dans la traduction ces 2 tons différents ? Oui, alors effectivement, il y a le récit principal qui raconte la création de cet ordre qui réunit au début 5 membres, les 5 premiers, les membres fondateurs, qui vont avoir pour mission de trouver un moyen de transmettre leur savoir, leur connaissance au sujet des déchets nucléaires qui vont être enfouis. C'est pour ça que ça s'appelle le grand enfouissement. Tiefenlager, c'est cette idée de dépôt en couche géologique profonde pour stocker les déchets nucléaires qui vont nous survivre sur des centaines de milliers d'années. 1 million d'années, on dit actuellement. Et donc, ces 5 premiers, ces membres fondateurs sont face à cette mission impossible qui est de trouver une manière de transmettre leur savoir sur une temporalité qui leur échappe complètement. Parce que qu'est-ce qu'on sait de la Terre dans des centaines de milliers d'années ? Qu'est-ce qu'on sait des humains ou des créatures qui la peupleront ? Et donc le roman aborde cette tâche impossible, imagine l'organisation de cet ordre qu'ils créent, comment est-ce qu'ils vont vivre en communauté, les règles qu'ils vont se fixer, comment est-ce qu'ils vont aborder le travail, se répartir le travail. Ils ont chacun des tâches bien réparties, bien assignées. Et puis,
il y a ces scénarios du futur qui sont en fait des récits à l'intérieur du récit, puisque dans l'organisation de cet ordre, il y a un moment où on se raconte des histoires, on se réunit autour du feu et on se raconte des histoires, on élabore des scénarios du futur. Et donc c'est chacun à leur tour les membres fondateurs, les membres de l'ordre qui prennent la parole. Pour commencer, je ne les ai pas traduits dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre des pages, c'est-à-dire que j'ai travaillé indépendamment ces parties-là, parfois un peu avant, un peu après, suivant mon humeur ou ce que j'avais envie de faire. Je les ai travaillés comme des récits vraiment particuliers. Il faut savoir aussi qu'ils portent sur des temporalités qui sont différentes, c'est-à-dire que ces scénarios du futur vont essayer d'imaginer le futur de l'ordre sur 40 ans plus tard ou 140 ans plus tard, et d'imaginer ce que serait la Terre à ce moment-là. Et donc ils vont aussi imaginer une langue qui serait peut-être un petit peu différente, puisqu'on sait que la langue évolue énormément. Et il a fallu trouver cette langue-là avec la personnalité des personnages. Il n'y a pas de règle en particulier, mais ce qui était très drôle, c'est qu'il y en a un qu'ils empruntent à certains codes de science-fiction. Et la science-fiction, c'est pas forcément un genre que je maîtrise, mais qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un genre qui est extrêmement créatif. Dans la science-fiction, on invente un monde, et pour inventer un monde, on utilise la langue, le langage. Et donc c'est le langage qui devient lui-même créateur, qui crée des mots nouveaux. Et il y a ça dans ces récits du futur, il y a des mots nouveaux pour désigner des réalités qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et pour ça, il faut travailler avec des mots valises qui renvoient à des réalités qui pourront jaillir, survenir, qu'on pourra s'imaginer grâce à ces mots-là. Alors j'aimerais à présent que nous lisions un extrait du livre qui comporte une citation ainsi qu'une note de bas de page dont j'aimerais qu'on parle par la suite. Quand Betty Wang raconte, les géophones apparaissent comme des monstres qui auraient fait irruption dans le cloître, une colonne blindée prête au combat. Elle avait toujours détesté les explosions. Aujourd'hui encore, elle s'oppose à tous les sons trop puissants. C'est pour ça que les basses dominent sur les cassettes de Céline. Elles éveillent une sensation de tremblement sans qu'il y ait besoin de monter le son. De bon matin, elles apportent à nos journées la dose d'inquiétude nécessaire, de façon contrôlée, en un rythme constant. Andando. Pour le supporter, Betty a besoin que quelqu'un chantonne bouche fermée, qu'un autre réponde. Elle-même se tient plutôt en recul. Elle intervient doucement et avec prudence. Elle préfère écouter, y compris les récitatifs. Is it the see you hear in me? It's dissatisfaction? Or the voice of nothing that was your madness? Note de bas de page. Ces mots sont de Sylvia Plath. Au sein de l'ordre, nous avions développé une certaine aisance à passer de langue en langue, au quotidien, à faire retentir des langues étrangères qu'on ne comprend pas. Maintenant que nous sommes dispersés, il nous faut tout traduire. Alors à la fin du livre, on trouvera une proposition de traduction pour chaque citation, mais aussi les références des sources utilisées. Pardonnez-moi si je ne les livre pas d'emblée, tout à mon souci de fidélité à la vie vécue dans l'ordre. Dans cet extrait se trouve une citation de Sylvia Plath et sa note de bas de page nous indique qu'au sein de l'ordre, tout le monde passe d'une langue à l'autre avec aisance, tout le monde se comprend sans parler la même langue, mais que depuis que tout le monde est dispersé, il faut donc tout traduire. Qu'est-ce que ce passage vous évoque et comment avez-vous vécu ce narratif au sein de votre traduction ? Alors, c'est intéressant de soulever cette note de bas de page parce que ça fait partie des petits jeux de narration qu'on peut se permettre aussi dans la traduction et que j'ai pu me permettre en particulier avec ce livre parce que je suis en dialogue étroit avec l'autrice, donc on échange beaucoup quand je traduis ses livres et on échange beaucoup dans la vie aussi parce qu'elle s'intéresse beaucoup à la traduction. Elle traduit elle-même maintenant aussi du tagalog en allemand. Mais là, en particulier, en fait, cette note de bas de page n'existe pas comme ça dans l'original. Il n'y a pas de note de bas de page dans l'original. Il y a simplement, en fin du livre, à la fin du livre, des traductions des mots ou des phrases qui sont dans une autre langue et qui sont données en allemand à la fin du livre. Et puis là,
on se disait, avec Caroline Couteau aussi, la directrice des éditions Zoé qui publiait le livre, que d'avoir uniquement l'anglais, ça pourrait peut-être un peu décontenancer les lecteurs, se demander, mais... Et puis qu'il peut y avoir aussi un geste un peu élitiste de considérer que tout le monde doit comprendre. C'est l'anglais de Sylvia Plath, c'est pas l'anglais Globish, c'est pas un anglais facile à comprendre. Donc voilà, donc on voulait pouvoir renvoyer au fait que les traductions se trouvaient en fin d'ouvrage. Et finalement, on en est venu à jouer avec la situation d'énonciation du livre, qui est que quelqu'un, on ne sait pas exactement qui, mais quelqu'un qui a en tout cas vécu au sein de l'ordre créé et qui a partagé la vie de cette communauté, raconte cette création. Et donc voilà, là où on en est à la page 120 ou 130 du livre, on a compris que quelqu'un était en charge de ce récit et qui s'adressait à nous livrait cette histoire, avait senti le besoin de consigner les débuts de l'ordre et de nous en parler. Voilà. Et donc, c'est cette personne-là qui va prendre la parole en note de bas de page. Il y a un « je » en note de bas de page, c'est pas une NDT, note de la traductrice, ni une note de l'éditrice ou de l'éditeur, mais c'est une note de bas de page de la narratrice qui renvoie à la fin du livre et qui indique voilà, comment les langues se mélangeaient au sein de l'ordre, avec cette remarque évidemment qui me parle beaucoup et que je trouve très intéressante aussi, qui est de dire que quand on vit ensemble, on n'a pas... En fait, les mots se chargent de significations qui vont au-delà de la sémantique, du sens qu'on trouve dans le dictionnaire. Quand on échange, les mots qui sont prononcés sont signifiants aussi par la manière dont ils sont prononcés, par la personne qui les prononce, par le ton qu'on y met, par le contexte. Et lorsqu'on est séparés, comme ils se retrouvent... suite à quelques péripéties, l'ordre est séparé, ils sont plus ensemble et ils doivent trouver une manière de subsister, de continuer à exister et à faire leur travail. Et bien à ce moment-là, ils sont obligés de traduire parce qu'ils n'ont plus que les mots, ils n'ont plus le contexte, ils n'ont plus les corps qui les énoncent. Et voilà, c'est ce que dit cette note de bas de page, tout en subtilement renvoyant les lecteurs, les véritables lecteurs du livre, à la fin du livre où ils vont trouver des indications sur les citations qui sont glissées dans le récit, sur les langues qu'ils pourraient ne pas comprendre, où ils vont trouver des traductions, etc. Alors traduire, c'est aussi transmettre, transposer toutes sortes de choses d'une langue à une autre en essayant de respecter l'intention première de l'auteur ou de l'autrice à l'origine du récit. Transmettre les émotions, les ambiances, les descriptions et même les silences. Selon vous, quel est l'élément le plus compliqué à traduire et quel est celui que vous préférez? Alors, l'élément le plus compliqué à traduire est celui que je préfère. Non, mais le défi de la traduction est un défi passionnant, en fait. Le moment où on bute, où on accroche, où on doit chercher un peu plus loin, c'est le moment le plus intéressant parce que c'est le moment où il se passe le plus de choses, où les mots sont les plus complexes et où on perçoit toute l'étendue de ce que peut faire la langue, de ce que contient la langue. Le grand défi quand on traduit, c'est de ne pas s'arrêter à ce qu'on pourrait avoir compris, de ne pas croire trop vite qu'on a compris, de toujours continuer à se poser des questions. Et en cela, les textes d'Annette Hooks sont vraiment passionnants aussi parce que elle-même, le Révolution au confin, Guillaume Tell in Manila, Guillaume Tell en Manille, le premier livre que j'ai traduit là n'est pas son premier livre, mais son troisième roman. Mais c'est le livre où elle s'accomplit le plus comme écrivaine et comme traductrice, et qui a une poétologie de la traduction. C'est-à-dire qu'elle a une manière d'aborder le monde à travers la littérature qui, à mon avis, est vraiment une posture de traductrice, c'est-à-dire qu'elle va toujours penser à la polysémie, à la polyphonie des langues, au fait qu'un mot ne veut pas dire qu'une seule chose, et
mais qu'il veut en signifier plusieurs, suivant le contexte, suivant justement la situation d'énonciation, la personne qui le prononce, l'endroit où il est prononcé, et puis qu'il se transforme aussi, et qu'il se transforme évidemment dans le contact avec les autres langues. Et la traduction est un acte de lecture, donc on met forcément beaucoup de soi-même quand on lit un livre, dans les émotions qu'un livre va susciter chez nous. Et dans la traduction, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à la fois faire usage de tout ça, donc des émotions que le livre va susciter chez moi, des compréhensions que ça va déclencher, et les dépasser, aller au-delà, parce que justement, je ne vais pas m'arrêter à la première impression, mais essayer de voir, de déplier, de déployer le sens et de voir encore plus loin que cette première impression, et donc d'enrichir ma lecture à travers la traduction. Alors, je propose de lire un second extrait tiré de notes prises par une des protagonistes nommée Céline ou la lettrée dont on parlait tout à l'heure. Donc ces notes dans l'histoire ont été enregistrées sur des cassettes audio. C'est quand je commence à raconter ce genre de choses que les vers, les mélodies m'échappent. Il reste l'échec, il reste l'humain, et puis ça disparaît aussi. Les manuels de compliance me font un bourdon dans la tête. Ils se rédigent par milliers, assurant la bonne conformité des employés aux lois, aux normes, aux procédures. Ce terme de compliance ne se traduit pas. Pourtant, je plaide en général pour tout traduire, y compris les rimes et les chansons. Nous ne devons pas compter sur le fait qu'un jour, nous nous comprendrons de façon automatique. Le mot compliance résiste. Les entreprises et leurs filiales ne parviennent pas à le digérer dans leur formule de management toute faite. Notre ordre ne peut pas contribuer à la perfection. Alors, que pensez-vous de ce mot qui, dans le récit, est intraduisible ? D'ailleurs, quel est ce phénomène qui fait que certains mots ou certaines phrases peuvent être intraduisibles ? Bon, moi, je pars du principe qu'en fait, tout est intraduisible. C'est-à-dire que tout a un sens unique qui est intransposable, intraduisible, ne serait-ce qu'à l'intérieur de la même langue. On ne peut pas dire la même chose sans dire aussi autre chose. Et c'est a fortiori vrai quand on passe d'une langue à l'autre, puisque chaque langue a son bagage culturel, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure, toute lecture implique aussi une autre interprétation, et donc une œuvre lue par vous ou par moi dans la même langue n'aura pas exactement la même signification. Donc même de nous, entre nous deux, on ne peut pas exactement traduire. Bon. Partant de ça, en fait, on peut tout traduire, et il faut tout traduire, en essayant de déployer justement, de déplier, comme je le disais tout à l'heure, les significations, les différentes couches et strates qu'un mot, une expression contient. Et ici, évidemment, ce passage m'évoque aujourd'hui. Je ne pense pas que j'y pensais quand j'ai traduit le livre en 2022, puisqu'il est paru en 2023, je l'ai traduit en 2022. Et les choses vont extrêmement vite. Aujourd'hui, ça m'évoque la traduction automatique. Bon, il est fait référence de manière assez explicite, quand elle dit il ne faut pas partir du principe qu'on se comprendra de façon automatique. Et je pense que c'est effectivement le grand leurre de ces pseudo-intelligences artificielles qui nous font croire qu'elles vont nous permettre, en toute transparence, de nous comprendre et de communiquer, quand en fait elles aplatissent évidemment, voire faussent le sens. Et puis, ce que ce passage dit aussi, ce mot qui ne se traduit pas, c'est qu'il résiste à une interprétation. En fait, il contient tellement de choses qu'on ne peut pas le simplifier et dire il signifie ça. On pourrait dire il signifie ça dans tel contexte, et puis on se rendrait compte immédiatement qu'il nous manque tel ou tel sens, telle ou telle signification. Bien, merci Camille Luchaire d'avoir répondu à nos questions sur votre traduction du livre Le Grand Enfouissement d'Annette Hoog aux éditions Zoé pour la collection CH, publiée originalement sous le titre Tiefenlager aux éditions Das Wunderhorn en 2021. Le podcast touche à sa fin. C'était Alma de Kemassiani à l'animation et à la technique, ainsi que Velia Ferracini pour la lecture des extraits. Nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée ou encore matinée, car il n'y a pas d'heure particulière pour écouter un podcast sur la littérature suisse. À très bientôt pour un prochain épisode. Envoi croisé.